De m'être fixé à demeure à Vanuatu pendant quelques années m'a vraiment appris encore tant de choses sur la société mélanésienne de ce pays, mais m'a donné une ouverture plus large sur le monde francophone et la place qui occupe ce pays, Vanuatu. Alors si je dis Vanuatu, c'est une des rares choses sur lesquelles j'ai été peu suivi dans ma manière de faire, dans la mesure où je m'en tiens à l'appellation originelle qui est dans la Constitution telle qu'elle a été signée en 1980, la République de Vanuatu. Même si aujourd'hui, au niveau populaire, bon, on entend surtout le Vanuatu. Mais non seulement la République de Vanuatu, est quelque chose de plus juste parce que dans les milieux insulaires, on évite souvent l'article comme Cuba ou Haïti, et il y en a bien d'autres, hein. Bon. Donc, voilà, monde francophone, le fait d'y être à demeure, bah, on est plus proche du Pacifique tout court, hein. J'ai pu, bon, j'ai pu, pour des raisons professionnelles, des colloques, toutes sortes de visites, me rendre en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Fidji, en Polynésie française, à Samoa. Bref, de toute façon, on n'a jamais fait le tour des milliers d'îles. Il faudrait 10 vies pour. Bon, mais ça vous permet de mieux vous rendre compte de cet échiquier politique régional dont on dit aujourd'hui, et dont on disait déjà quand j'étais encore lycéen, qu'il était le centre du monde sur un plan géostratégique, économique, etc. Bon, quand on fait du terrain à Tallinn, dans un premier temps, on s'en rend pas vraiment compte. Mais ensuite, justement, la première expérience, c'était celle de la Nouvelle-Calédonie. Bon. Et là, on mesure euh, tout ce poids de l'histoire, hein, qui, sans histoire, sans une étroite association du paramètre historique, l'anthropologie est vaine, hein, ou alors on retombe dans l'anthropologie de papa. Bon. On mesure les distances, les ruptures que peuvent créer l'histoire, notamment entre deux pays qui étaient quand même très proches, comparativement. Les cultures kanak, les cultures du sud de Vanuatu, vraiment ont tout pour se comprendre. Les langues parlées au sud de Vanuatu sont en partie inspirées par les langues samoanes. Il y a eu des contacts très importants. Bref, il y a eu tous ces contacts prémodernes, précoloniaux, hein. Il y a justement dans le contexte aussi de ces édifications nationales, de ces récits, ces romans nationaux sur la création, enfin sur l'affirmation d'identité. Nous sommes Vanuatais, nous sommes frères avec nos amis Papous et Fidjiens. Nous faisons partie du groupe mélanésien Fer de Lance. Bon, la Pacific Way, le socialisme mélanésien. Enfin, bon. Mais surtout, on voit aussi très rapidement, hein, ça c'est vraiment très très frappant, cette opposition entre ce qu'on appelle parmi les experts franconésie et anglonésie. Alors, bien sûr, la franconésie n'est
n'est qu'un petit îlot dans un vaste lac anglo-saxon, mais c'est oublié justement maintenant, et ils nous rappellent à leur présence que les rives du Pacifique ne sont pas que le fait parmi les grandes puissances des États-Unis, du Canada, de l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Mais il y a tout le versant asiatique, d'où d'ailleurs les Australiens sont venus et aujourd'hui, voilà, l'échiquier se complexifie et devient passionnant. Alors là où il est affligeant pour un Français francophone, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pu mesurer là-bas les enjeux de la francophonie. Euh, voilà, comme je disais au départ de ce monologue, franco-francophone, j'ai découvert dans le Pacifique, plus que dans le Maghreb, parce que j'étais gamin, bon, ce qui était la réalité d'une identité francophone et d'une identité partagée, multiple. euh, euh, Tu parles français, tu es donc mon frère. Voilà, quelque part. Mais par contre, en Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est la langue du colonisateur, qu'on n'a pas choisi cette langue, alors qu'à Vanuatu, elle est au contraire, elle est valorisée parce qu'elle a été attaquée et les francophones ont voulu la préserver et la protection de la sauvegarde de la langue française là-bas est très associée, très 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 intimement associé aussi avec la préservation des traditions tout court. Parce que le français, c'est-à-dire en aux Nouvelles-Hébrides, à Vanuatu, il n'y a pas eu de colonisation de peuplement, que finalement les gens étaient déposés de leurs terres, mais pour beaucoup, ils se sont même pas rendus compte, et que donc il y a eu une certaine liberté, même si en ville, bah, on était aussi il y avait aussi un code de l'indigénat où euh, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, il y avait un couvre-feu, etc. Bon, on n'avait pas de citoyenneté, on n'existait pas légalement, hein, bon, mais finalement, on a pu préserver pas mal de choses. Et on a pu vivre aussi, continuer à vivre de ces jardins. Avant les années 90, là où mes anciens professeurs me disaient, mais tout a disparu, ben non, moi je voyais encore des choses qui étaient très proches de ce qu'elles étaient un siècle auparavant. Bon. Après, il y a eu une accélération, comme on dit, un changement culturel drastique, radical. Bon. Mais alors, comparé avec la Nouvelle-Calédonie, colonisation de peuplement, quasi-génocide dans la première partie coloniale, eux n'ont pas eu ces mouvements millénaristes. Par contre, ont opéré les deux grandes révoltes de 78 et ensuite de 17, où ils ont été allègrement massacrés, jusqu'au point où le gouverneur Fayet, au lendemain de la deuxième révolte kanak, a dit ils ne sont plus que quelques milliers, ça serait plus simple de les liquider, comme ça l'affaire est terminée à la tasmanienne, quoi, si vous voulez. Bon, bah aujourd'hui, les Kanaks s'en souviennent, ils ont ça dans leur mémoire. La mémoire de l'exploitation coloniale, colonisation euh, qui est un crime. Hein. Alors certains l'ont dit, sont revenus dessus ensuite. Quoi. Non, non, il faut maintenir fermement cette question-là. Et dans une société comme la société calédonienne, où j'ai beaucoup d'amis, on s'en rend vraiment compte. Donc, j'ai jamais vraiment travaillé sur ces autres pays du Pacifique, mais j'ai pu élargir ma focale et toujours pareil, cette anthropologie du fait politique contemporain lui donnait une dimension géopolitique dans lequel la francophonie, si petite soit-elle, n'en joue pas moins un rôle absolument essentiel dans certains équilibres. Alors, bah, c'est compliqué parce que il faut sauver cette francophonie et en même temps, il faut soutenir fermement les gens qui, surtout en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, veulent l'indépendance, dans la mesure où moi je suis partisan de dire qu'à Vanuatu, on est pauvre,
riche de sa culture, allez, ça c'est de l'enrobage, hein. Mais on est libre de mener ses affaires, on est libre d'être adulte et de gérer sa pauvreté ou d'espérer en sortir à sa manière et non pas parce qu'un patron qui s'est installé là 10 ans auparavant, venu de la lointaine Europe, l'aura décidé. Donc voilà, cette dimension géopolitique aujourd'hui, elle est aussi au cœur de mes recherches. Donc elle a, je le disais auparavant, mené notamment à ces questions. Alors elle a mené à plein de choses, hein. J'ai été sollicité pour, durant mes années vanuataises, celles où je résidais sur place, pour traduire un manuel un manuel de lycée et premier cycle universitaire qui s'appelait History Blongyumi, l'histoire de Vanuatu. Voilà, bon. Et il se trouvait que la version anglaise avait été écrite par une américaine, Peace Corps à ce moment-là, avec un petit bagage en sciences sociales, et puis une collègue métisse de là-bas, mais quand même avec une éducation quand même très anglaise, même si elle revendiquait beaucoup son attachement à son pays de naissance, Vanuatu. Et donc j'ai trouvé ça étonnant quand même que deux étrangers écrivent, enfin deux étrangers. Anna Nopa n'était pas étrangère, mais n'était pas non plus spécialiste de l'histoire de son pays. Bon. Et, euh, et il se trouvait que dans cet ouvrage aussi, il y avait vraiment des aspects anti-français primaires. Alors, moi, je suis pas du tout nationaliste, même tout le contraire. Mais quand je suis à l'étranger, j'ai un minimum de patriotisme. C'est-à-dire, bon, quand je suis en France, on peut critiquer autant qu'on veut, et plus on critiquera, mieux ça vaudra. Mais à l'étranger, bon, chacun balaye devant sa porte avant de critiquer le pays voisin. Or, dans cet ouvrage, autrement qui était quand même très bien fait, il y avait quand même des choses gratuites et tous les problèmes de Vanuatu avant comme après son indépendance étaient liés à l'héritage français et francophone. Donc là, j'ai dit, bon, non, là, c'est pas possible. On peut faire une version française, mais ça sera une version, une adaptation. Ça sera pas du tout, regardez, même dans la bibliographie, il n'y a pas un auteur français au francophone, alors que durant tout le condominium, des tas de chercheurs en sciences sociales, en agronomie, en biologie, ont travaillé là-bas. Bon. Et du coup, bah, ça fait un véritable clash, hein. Des représentants de la communauté anglophone ont pesté ensuite, alors que chez les francophones, c'était libératoire, ah, formidable, enfin on dit bon. Mais toujours, est-il que c'était quand même un étranger. Si un but de sympathie à l'égard de ses amis là-bas, bon, euh, euh, mais donc ça révélait là encore tout ce problème de l'héritage colonial, quoi, hein, bon. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est encore plus compliqué. Euh, en Polynésie française, c'est différent. C'est plus la dimension sociale que la dimension ethnique qui joue. Mais tout ça fait que cette francophonie océanienne, si elle est incontournable, elle est néanmoins complexe. Et puis la France a fait des tas de graves bêtises là-bas, évidemment en commençant après la colonisation avec, ou même en situation coloniale par rapport à la Calédonie ou la Polynésie, les essais nucléaires, le Rainbow Warrior, et j'en passe, hein, quoi. Bon, donc, et tout récemment, encore plus compliqué avec les questions calédoniennes, où les dirigeants français ne comprennent tout simplement pas la situation. Ils voient simplement leur zone d'économie exclusive, etc., quoi. Bon. Donc, tous ces mouvements qui font la globalisation, tous ces paramètres qui font la globalisation et la géopolitique de de ce vaste continent, qui n'est pas vraiment un continent, puisque a priori, il n'y a que l'Australie qui est un continent, puisque c'est un bloc continental. Le reste, sur un plan strictement géographique,
c'est comme le dit l'historien américain d'origine japonaise, le Pacifique à son centre, dont on ne connaît pas sa circonférence et son centre est nulle part, hein. Bon, donc selon que vous êtes à Papeete ou en Nouvelle-Calédonie ou à Apia ou en Nouvelle-Zélande, bon, on a une autre vision des choses. Et bon, donc cette globalité, bon, à Vanuatu, j'ai continué à l'exploiter, je vous dis justement par rapport à ces questions d'islam, dont j'étais un des premiers témoins. Alors, ça s'est fait un peu au même moment que, en fait, tout ça est né des attentats aux États-Unis du 11 septembre, où pour la première fois on entendait parler de l'islam et la curiosité religieuse, théologique à Vanuatu est toujours très forte. Ah, on nous aurait donc caché un livre révélé, gna gna gna. Donc, on s'y est intéressé, on a rencontré des musulmans qui étaient enseignants à Port-Vila ou commerçants, etc. Et de fil en aiguille, ils ont monté deux communautés. Et alors, c'est un islam très particulier à la vanoise, où, si vous voulez, l'islam est assimilé à la coutume. Donc, en fait, ce n'est pas l'islam ne vient pas de l'extérieur. L'islam est la coutume. Elle est née. L'islam est né à Tana. Et puis, au cours du 7e siècle, eh bien, on a envoyé un gars de Tana qui s'appelait Mohamed dans la péninsule arabique. Et puis, il leur a transmis l'islam. Et même au jeune imam formé dans une madrasa à Fidji, quand on lui dit mais écoute, mon ami, tu as quand même des repères chronologiques. Tu sais bien que non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il vous répond, non, mais ça, de toute façon, c'est vos histoires de blanc. Nous, on sait très bien que tout vient d'ici, quoi. Bon. Donc, c'est ce que j'appelle le cosmogonico-centrisme. On est, dans toutes ces îles, toujours le centre de tout, hein, bon. Et en même temps, on est de plus en plus conscient de cette géopolitique locale dans lequel les différents pays sont pris en otage par les possibles futurs belligérants, hein, bon. Euh, euh, à savoir bon, la Chine d'un côté, et maintenant voilà, les éternels alliés ou les dominiums des États-Unis dans cette région du monde, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Bon, et avec la France qui veut jouer son propre jeu là-dedans avec difficulté. Donc, voilà, il y a des choses comme des phénomènes religieux, comme l'islam. Il y a aussi des phénomènes idéologiques. Justement, comment on réinvente une solidarité régionale dans le Pacifique, où on est tous frères. Mais enfin, bon, franchement, les situations sont tellement différentes d'un pays à l'autre, d'une île à l'autre que la fraternité là-dedans, elle est du même ordre que dans la devise républicaine française, hein, quoi. Fraternité, ouais, comme ça, quoi, pour faire joli, hein, bon. Et du coup, bon, voilà, où en est-on du point de vue de ces idéologies? Alors, on a organisé quelques colloques là-dessus. Il y a un livre qui doit sortir aussi sur 50 ans de Pacific Way, où on en est 50 ans plus tard, après d'une idéologie qui a été d'abord formatée sur les bancs de l'University of South Pacific euh, à Fidji, et qui avait été surtout faite pour ancrer le Pacifique dans dans, dans son identité chrétienne, puisque c'est quand même la région du monde la plus dite la plus chrétienne au monde, hein, bon, et pour que surtout il n'y ait pas d'interférence marxiste et de créer donc cette zone de glacis autour de non pas l'ennemi à l'époque était non pas la Chine, mais encore l'Union soviétique qui cherchait aussi une certaine expansion dans le Pacifique du fait que c'était devenu une zone géostratégique majeure. Bon. Donc, 50 ans après, où en est-on, quoi? On se retrouve en fait devant un,
un monde très éclaté où on clame toujours la fraternité. Par exemple, à Vanuatu, là-dessus aussi, c'est des choses sur lesquelles j'ai un peu travaillé. On se dit le premier soutien de la Papouasie occidentale, colonisée par l'Indonésie. En réalité, si vous dites aux copains, ah bon, mais moi, je peux t'avoir quelques caisses d'armes et un billet pour est-ce que tu es prêt à te rendre comme l'ont fait les brigades internationales en Espagne dans les années 30, est-ce que tu es prêt à aller défendre tes frères papous avec ah non, 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 moi, je reste sur la cavale, boire mon cava, moi, mon soutien, etc. Bon, plus tout l'endoctrinement qu'il y a autour de tout ça, on veut en faire une guerre de religion entre musulmans et chrétiens parce que ça intéresse les églises presbytériennes et protestantes en Australie, alors que c'est un pur scénario de colonisation et pas du tout une guerre. Mais bon, voilà. Le 11 septembre a agi là-bas aussi, hein, et a provoqué ce qu'il a provoqué un peu partout dans le monde, à savoir cette idée que il y a l'axe du bien et l'axe du mal, quoi, hein. Et aujourd'hui, bah, dans ces pays-là, des fois, on n'a pas, on craint pas de se revendiquer de l'axe du mal. De la même façon que en Nouvelle-Calédonie, ils ont toujours eu honte parce que c'était un argument utilisé pour leur dire, mais attendez, vous avant vous étiez cannibale. À Vanuatu, on a toujours dit, non mais moi, mon grand-père, en Nouvelle-Zélande aussi d'ailleurs, bah, il t'aurait bouffé, toi qui veux nous exploiter là, etc. Bon, et vous voyez là, les histoires d'islam, hein, bah, pour les chrétiens, pas pour tous les chrétiens, pour les néo-évangélistes et presbytériens et tout ça, l'islam là, à Vanuatu, il le décrit comme la religion des terroristes. Alors il y en a d'autres qui disent, bah, c'est formidable, bah, moi je suis terroriste. Regardez, du coup, quand je prends le bus, ils ont peur de moi, je mets une là-bas, etc., quoi. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est une répercussion dans la globalisation de cette affaire de, il y a les gentils, il y a les méchants, quoi. Bon. Et en tout cas, si, ils se prennent ni pour des gentils ni pour des méchants, ils savent quand même qu'ils sont assis sur une véritable bombe. Et cette bombe aujourd'hui, qui vient ajouter à toute cette complexité, c'est cette bombe environnementale pour laquelle, malgré mes sentiments écologistes, pendant longtemps, j'y ai pas prêté attention. Puis, ces 10 dernières années, j'ai écrit et publié aussi sur la question de la tenure foncière, dans la mesure où, tant qu'on garde ces terres, il y a une possibilité, il y a un espoir de trouver une issue devant ce genre de challenge absolument drastique. Et là encore aussi, parce que cataclysmique, apocalyptique, et qui nous renvoie à une vision cosmologique aussi de quoi sera la fin, hein. C'est le serpent qui se mord la queue, finalement, entre mes recherches du début et mes recherches d'aujourd'hui. Comment va-t-on s'en sortir, hein, bon, et à quoi va ressembler la fin? La fin réelle, personne n'y croit. On est dans un monde où la foi est encore importante. Et aujourd'hui, on voudrait justement retirer, pour des raisons d'économie et de business, ce qu'on a imposé à ces peuples insulaires, à savoir la foi chrétienne, qui aujourd'hui leur permet de tenir devant toute cette adversité. Et on leur dit, ah non, mais aujourd'hui, ça rapporte plus. Donc, oublie ça. Bah non, eux, ils n'oublient pas. La coutume et l'Église, ça marche ensemble. Et donc, c'est dans l'espoir que à la fin d'un monde coïncide un nouveau monde, un monde meilleur, avec moins d'inégalités, moins de souffrance, moins de ceci, cela. Bon, c'est pas non plus une vision du paradis, hein, bon. Mais c'est une vraie conscience métaphysique et aussi tout quelque part, euh, euh, quelque part une philosophie issue de la tradition orale.
euh, ou philosophie et théologie, mais comme je le disais, marxisme et théologie de la Révolution, etc. Et on en revient encore, bon, j'insiste, hein, mais parce que c'est là où je m'y retrouve le plus, c'est cet aspect politique contemporain qui véritablement fait interréagir tout un tas d'éléments, et même quand on élargit la focale à la région du Pacifique, eh bien, les liens sont assez évidents, même si c'est par étapes, c'est une vaste toile dans laquelle, si on a réussi à trouver des concepts et des approches clés, eh bien, on arrive petit à petit à se faire une compréhension plus juste des réalités sociales et culturelles.